comédien, je veux dire. Se foutait des cuites à 1 litre de vodka et il pleure pour un booster. J'ai pas de micro, moi. Ouais, mais je t'entends. Alors bon, du coup, j'espère que vous avez laissé un dernier com sur... Pourquoi un dernier com? Attends, tu couperas ça. Coupé, on recommence. Non, on coupe, surtout pas. On coupe pas? Non. Bon. J'espère que vous avez laissé un com sur la dernière vidéo et que vous avez apprécié mes apparitions parce que c'est vrai que c'était un peu chiant quand on voyait Anto. On va vous remettre mon code Fitness World Nutrition, comme ça on fait du boulot à jus. Juste ici, ici, ici et ici. Voilà. Et ici, et ici, ici. Et tous barrés en petit. Bon, qu'est-ce que tu prépares? On va se faire un petit back day, donc dos, biceps. Qu'est-ce qu'il y a, carte morte? T'es loco déjà. Ah, je suis fou. T'es sous 2 heures de sommeil, toi? Là, je suis sous 2 heures de sommeil et 500 mg de caféine en 2 heures. Il est sous... Là, moi, je prépare le crash à 14 heures. Là, je te préparais le canapé. Regarde la transition qu'il va faire là au drop jus pour YouTube. Un jour, j'arriverai à faire une accélération. Au moment du drop, ça fera une déflagration et tu pourras cutter. Toi, tu bouges ça, c'est ça qui bouge. Attends. Voilà, et là, tu laisses ça remonter. Voilà, et après, tu déroules. Là, tu peux remonter les épaules après. Ok. Non, regarde. Ouais, tu le fais à l'inverse, toi. Ouais. Tu laisses ça remonter, et après, tu remontes. Voilà. Et là, tu reviens en descendant, en enroulant. Là. Voilà, là. En fait, même normalement, tu as le haut du dos qui craque dessus. Simple fait de venir t'étirer en remontant. En fait, tu fais ce qu'on fait pour les pecs. Tu vois, quand tu sors la cage, ça, c'est le haut du mouvement. Okay. Le bas du mouvement, c'est ton crunch complet avec le haut du dos arrondi. Okay. Le but, c'est de faire bouger ça en priorité. Plus que les abdos même. C'est bon là? Ouais. Et du coup, il faudrait que tu te recules un petit peu. Vas-y, tire. Voilà. Faut que tu arrives à libérer tout ça, t'es hyper raide ici. En fait, c'est dur à faire bouger. Et en plus, comme tu le fais, t'as pas l'habitude de le faire. Je le fais jamais. Musculairement, t'es super raide.
15. J'ai explosé. Récupère un peu. Hein? Récupère un tout petit peu. Ouais. 15-20 secondes. Ça sentira mieux. Repartez pas trop vite. Sur au mouvement en uni. Le mieux serait même qu'on prenne, admettons qu'il fasse son bras droit, moi le mien de gauche à gauche. Mais sur on a 2 exos en uni. Mentalement ça fait un peu de Allez, plante. Bien. Étire. Plante. Encore. Étire. Allez, plante. Là, tu vois, c'est ce qu'il disait, relâcher et ensuite fixer. Bon, il le fait vite parce que là, il y a du niveau, mais pour un débutant, c'est bien de prendre le temps de, une fois que tu étires, prendre le temps de refixer ton épaule, donc la baisser et puis tirer. Et là, bien sûr, c'est beaucoup plus fluide avec les années d'entraînement. Et c'est bien fait. Et là, ça doit le déchirer. Yep. Joli. Aide-moi. On a une encore.
sur un mouvement, on appelle upper back, donc vraiment trappe moyen et trappe sup. Donc si les épaules remontent, c'est pas grave. On cherche aussi à taffer les traps. Et surtout, rétraction, protraction, les scapulas. Donc là on s'étire, on arrondit le haut du dos. Allez, voilà, on vient pincer au milieu. Allez, vas-y, go. Et sur les poignets, allonger au maximum les poignets. Sur celle-là, vous voyez, théoriquement elle s'attache ici. Là on les attachait sur la partie qui normalement se met sur les chevilles pour avoir une poignée beaucoup plus longue. Pour justement se permettre d'ouvrir beaucoup plus les mains pour une plus grande liberté de mouvement sur les scapulas. Comme tu viens de le dire, c'est que tu n'es pas obligé au final d'avoir une amplitude complète pour recruter tes traps au départ du mouvement en soi. Bah, en fait, il faudrait juste que tu aies ta rétraction. Ouais, je le sens là, rien que ça. À vide là, maintenant que je suis pump. Le seul truc, c'est que si tu mets de la charge, que tu as un peu de momentum, bah, tu peux manipuler plus grosse charge de travail. Du coup, tu as forcément plus de charge à l'étirement. On parlait de stress mécanique hier. Plus de charge à l'étirement et plus de croissance. Donc au lieu de mettre 40 kg et faire des rétractions, là on peut en mettre 60 ou 70 et tirer de la même manière. Et grâce à l'élan, marque une contraction. Et l'avantage aussi, ça je vous l'ai pas dit dans le réel sur le deltopost, c'est qu'en soi, le meilleur exo que tu aurais pour le deltopost, justement sur un mouvement de tirage pour une contraction complète. Parce qu'en soi, un pec deck, c'est un peu comme une élévation latérale partielle en lourde, si tu veux. Ça va surcharger la portion étirée de deltopost, mais tu n'as pas de contraction max sur un oiseau. Donc en fait, il faudrait théoriquement avoir un tirage coude ouvert, éventuellement un oiseau lourd. Après, tu peux faire le Hellfly si tu veux aussi la composante santé. L'avantage, c'est qu'ici, je te laisse remonter les épaules, parce qu'au final, tu me fais une rétraction, un shrug, un tirage coude ouvert. Donc en fait, quand on dit upper back, c'est vraiment qu'on a du coup en gros deltopost, trappe sup, trappe moyen. J'ai senti passer. Focus sur l'un des trois, parce que moi, c'est vraiment, en soi, c'est du bourrinage propre pour remplir le du dos. C'est incroyable. De toute façon, j'ai besoin de ça. Tout le monde a besoin de ça. Everybody. C'est abusé. Trop léger pour le boss. Au final, je vous explique vite fait pour les biceps, parce qu'on a un peu le même principe pour les épaules. En fait, au cours de la semaine, en général, on a 2 stimulations pour les petits muscles et une seule pour les gros. Et en fait, sur les séances, on a souvent une séance, on a 2 exos. Un qui est plus en mid-range, par exemple des élévations latérales comme on a fait hier, et un deuxième exo qui est plus en étirement, donc par exemple les élévations latérales en uni à la poulie comme vous avez vu hier. Ici on commence plus sur un mid-range et on enchaîne après sur un curl, type stretch curl, justement pour s'étirer, donc pour la portion étirée des biceps. Et après sur la deuxième sollicitation, là on a vraiment short range, donc vraiment de la contraction prononcée, donc nous on le fait avec du pupitre et du high cable curl. Et pour les épaules, on a des variantes de Y raise. Donc en général, la première partie de la semaine, c'est mid-range et étirement.
Et sur la deuxième partie, c'est principalement de la contraction et un étirement à la fin, mais avec un volume qui est assez réduit pour justement bosser aussi pour les gros muscles, mais les petits muscles en fait, sur les 2 sollicitations, sur toutes les ranges possibles. Et je pense que sur la semaine, j'ai pas calculé en nombre de séries, mais je pense que c'est à peu près équilibré sur chaque portion. Honnêtement, vu des exercices qu'on a, je pense que c'est à peu près équilibré. Et on a peut-être un peu plus de short range pour les muscles qui sont un peu plus faibles, enfin, ceux avec lesquels on a un peu plus de mal en termes de ressenti, mais je pense que c'est quand même relativement équilibré. Là, on a 2 sets, 10-15 de chaque. Pareil pour l'exo d'après, 2 sets, 10-15 aussi, 60-90 secondes de repos entre chaque, de manière à perdre maximum de répétitions entre chaque série. À 15 sur la première, 12 sur la deuxième. C'est à peu près, en général sur les séries à l'échec, je sais que sur ces exos, je perds à peu près 2 reps par série. Sur les exos de contraction, sur ceux d'étirement, en général, je reste plus fort plus longtemps, ce qui paraît logique. En général, je perds une répétition. On va dire entre 1 et 2 sur les étirements et entre 2 et 3 sur les contractions. Après, certains exos, je fatigue vite. Les pupitres, par exemple, alors si je garde la même charge, même avec 2 ou 3 minutes de repos, c'est moins 4 reps à chaque fois. Grosse supination à la fin, force avec les petits doigts. Petit doigt, petit doigt, petit doigt, petit doigt, petit doigt. Voilà. Super. Allez, petit doigt, petit doigt, petit doigt. Ça monte, ça monte, ça monte. Avance le coude. Va chercher, va chercher. Et les gars, on n'oublie pas les bras, ça se contracte. Si vous arrivez à bien contracter un muscle, vous arriverez à bien le développer. Pas juste bouger d'un point A à un point B. Je vous retrouverai la phrase de Pakulski. Je l'ai plus en tête. C'était... Qui croyait pris, qui croyait prendre. Contracte aussi fort que t'es con. Non, c'est pas Pakulski ça. Mais il avait un truc qui était bien, genre en mode faire comprendre aux gens, tu sais, qu'on critique un peu la contraction. Il y a des exos, on est d'accord, où tu peux pas contracter à proprement parler, mais bon, en gros, si tu contractes bien, que tu recrutes bien, tu grossiras plus facilement que si tu contractes pas. En gros, c'est ce que ça voulait dire. Fin de training. Attends, on va leur faire écouter vite fait un petit peu de funk. Non, c'est bon. Rio do Brasil. Je suis portugais maintenant. Arrête ce B, c'est bon. Non, il sort, je pense. Vas-y, fais-lui un truc là. Ah, je l'attends. Non, bon, si les gens ne veulent pas jouer, tu ne peux pas. Putain, c'est improbable. Théo qui râle parce qu'on fait pas la course. Avant, il aurait vu la voiture, il aurait dit fais pas le con. Quittez ton essence. Quittez le plein. Non, pour la masse, bah, du coup, on va vous faire un petit topo. Parce que Carpe Morte, 2 ans après sa première blessure au croisé, s'est refait mal. Attends, je crois que je peux faire un truc intelligent. Ah, même Julie est satisfait. Il va pas niquer mon boulot pendant 2 heures pour que je récupère le son de merde des micros. Non, Carpe Morte s'est blessé au croisé il y a pile 2 ans. T'avais fait quoi exactement? Lésion subtotale, ligament croisé antérieur. Bon, en gros, ça tenait un fil. Voilà. Pour tous les kinés, eux sauront de quoi on parle, mais bon, voilà, blessure au niveau des croisés, c'est refait mal semaine dernière, et du coup, bah, on partait à la base on venait d'attaquer une cut depuis un peu moins de 2 semaines. Cut qui tombe
à l'eau simplement parce que c'est pas très malin pour nous de partir sur une cut. Déjà un déficit calorique à ce stade pour récupérer, ça va pas être ce qu'il y a de plus optimal. Et le problème, vous en doutez bien, c'est que faire un déficit calorique pour perdre du gras, sachant qu'on partait sur une cut assez intense et courte, à peu près de 8 semaines, 10 semaines grand max, une cut avec littéralement 1000 pas par jour au max, c'est son hit à la salle puisqu'il ne peut pas marcher 10 000 pas sur la journée, impossible de faire du cardio à côté. On était sur un rythme de 30 minutes d'escalier par jour niveau 10, donc en termes de dépenses caloriques c'est quand même assez élevé. Je pense qu'on faisait un 400-500 cales sur la séance ou quelque chose comme ça. Donc ça plus les 10 000 pas, autant vous dire que de passer de 10 000 à 1500 et cardio à zéro, ça va être compliqué d'avoir des calories de déficit suffisantes. Si on avait un déficit journalier entre 600 et 800 kilocalories, là pour l'avoir en réalité, il faudrait qu'on soit peut-être à 1200, 1300 kilocalories. Allez, les jours de séance, peut-être qu'il aura une dépense journalière à 2500, 2600 peut-être, grand max avec un 0 NIT et 0 cardio. Donc on serait en dessous des 2000 kilocalories pour essayer de sécher. Donc au final, on va changer de plan. On va partir plutôt sur une masse clean. L'avantage, c'est qu'il n'aura pas besoin de manger beaucoup sur cette masse. Il n'est pas du tout limité au niveau de l'entraînement de haut du corps. Même niveau stabilité, on a fait une séance de push hier, PR sur les développés, PR sur les chest press. Donc franchement, pas été embêté du tout, donc on va en profiter pour pouvoir justement gagner de la masse musculaire, gagner du tissu. Le surplus calorique sera sensiblement le même que s'il avait une grosse dépense, mais du coup en termes de calories journalières, il sera beaucoup moins élevé, donc ce sera cool aussi pour lui, parce que bon, au bout d'un moment, vous faites des 4500 cales toute l'année. Pour ceux qui le font, vous savez à quel point c'est quand même épuisant aussi, même pour travailler à côté, concentration, fatigue, sommeil, c'est pas génial. Donc là, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir se faire une masse à max du max 3000 kilocalories par jour en connaissant à peu près sa maintenance, donc ça va être intéressant à voir. En termes de récup, on verra aussi un petit peu comment ça se passe, justement sans avoir de NIT à côté. Donc on verra. On part quand même sur cette masse-là, on va pouvoir garder des lipides quand même un peu plus haut et favoriser sa récupération à fond pour sa prise des muscles, mais avant tout pour son genou. Après, pour son genou, c'était pour l'épaule. Théo avait testé pour l'épaule et moi pour le genou. On avait fait un cycle de peptides justement pour aider à la récupération articulaire et tendineuse, donc à base de TB500 et de BPC 157. Moi sur le moment, j'avais pas senti du tout de différence pendant 8 semaines. Je l'ai senti après coup. En revanche, je me suis quand même rendu compte que le gros du problème venait pas de mes tendons, de mes articulations, mais principalement de raideur musculaire que j'avais, manque de souplesse et de mobilité. Et donc en fait, je suis convaincu que les peptides ont fait leur boulot dans le bon sens du terme au niveau des tendons et des articulations. Et comme j'ai pas fait ce qu'il fallait à la base du problème, en fait j'ai essayé de masquer le problème avec ça. Et en fait, j'en ai pas ressenti les bénéfices sur le moment. Je me rends compte aujourd'hui, on fait les bonnes choses. Théo, plus du tout de douleur à l'épaule. On fait un incliné à la Smith à 120 hier avec une pause. En soi, c'est parti assez vite. 3 semaines. Ouais. Donc au final, on s'est bien rendu compte que voilà, faire un cycle de peptides pour justement les régénérations tendineuses et articulaires sans traiter le problème à la base. Et sachant qu'on n'était pas conscient non plus du problème à la base. Bon, si on avait su, on aurait fait les deux en même temps. Mais là, ça a quand même un coût. Ça a dû nous coûter, je pense, au moins 400 € facile. Donc là, ça va beaucoup mieux. D'un point de vue, on va dire, chimie pure. Ce qui peut vous aider le plus à ce moment-là, bon, c'est votre diète, des lipides, baisser au maximum votre inflammation en règle générale, donc tous les compléments avec des propriétés anti-inflammatoires. Vous avez les oméga 3, vous avez la vitamine C et bien d'autres. Donc là déjà on partira sur un petit complexe avec de la vitamine C, de la glycine, du collagène, de faire le taf dans le bon sens. Mais donc là on verra ce qu'on fait pour son genou, mais c'est vrai qu'en fonction du résultat de l'IRM la semaine prochaine, si on peut récupérer en passe de 6-8 semaines, quelque chose qui aurait mis 12 à 16 semaines à récupérer, on va pas s'en priver. Et de nouveau aussi ce qui est bien, c'est que comme il bosse plus en salle que online, ça n'empêche pas de travailler non plus, ça n'empêche pas d'entraîner le haut du corps, donc aussi positif parce que tu n'es pas au chômage, quoi. En soi, je suis dans les meilleures conditions pour pouvoir me soigner. Ouais. Au final, ce qu'on disait hier, mais que peu importe ce qui vous arrive, vous pouvez soit vous apitoyer sur votre sort, soit regarder les choses du bon côté et toujours trouver un côté positif dans votre malheur. Je me suis blessé au genou, dans tous les cas je l'ai déjà vécu une fois, je l'aborde différemment aujourd'hui. C'est que ça reviendra, c'est juste une question de temps, ça fait chier sur le coup. Au final, tu peux plus t'entraîner correctement, faut s'adapter. Mais c'est bon, je vais pas perdre de temps à aller râler ou me plaindre, sachant que je suis pas comme ça. Donc... Là-dessus, au final, on revient souvent au même truc que je te disais à chaque fois, quelque chose qui va pas. Pensez toujours à vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler. Exactement. Jamais
vous bloquer sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Un genou, il est en train de marcher. Voilà, faux mouvement, le genou qui lâche, c'est peut-être pas bien réparé, on ne sait pas. Peut-être que c'est le faux mouvement qui a fait que. Ce qui est sûr, c'est que bon, la blessure, elle s'est produite, elle est là, on ne pourra rien y faire. Maintenant qu'elle y est, elle y est. Il va lui falloir entre 1 et 4 mois pour s'en remettre en fonction des résultats. Voilà. À partir de là, soit il peut bosser en attendant, continuer d'exploser en coaching online, progresser sur le haut du corps, soit il peut s'apitoyer sur son sort, s'enfermer tout seul à la maison, perdre 80% de ses clients, arrêter de s'entraîner et perdre 10 kg de masse musculaire, quoi. Non mais c'est vrai parce que c'est con, mais en fait quand tu arrives à contrôler ton état d'esprit, en fait tout est plus facile. Maintenant il faut avoir le recul de pouvoir le faire, mais ça passe par des expériences au final et être bien entouré aussi. En fait à la base je pense que c'est d'être bien entouré avant tout, parce que déjà on t'en informe, donc tu es plus ou moins conscient, tu vois le jour où ça t'arrive de comment aborder la chose. Ça c'est des discussions qu'on a déjà eu des dizaines de fois, et au final maintenant que tu le vis, on n'a pas parlé de tout ça pour rien. Donc au final maintenant que tu le vis, tu mets en application et tu prends ton mal en patience et voilà quoi, ça va passer. Et en plus tu l'as déjà vécu. Et l'avantage c'est que c'est une expérience de plus dans le sens où si vous vous en sortez, ce sera que du positif pour la suite et pour les autres expériences à venir. Parce que si tu t'en sors bien, tu gagnes confiance en toi, tu te rends compte que ça t'a pas limité dans le temps, ça t'a pas limité dans tes projets, ça t'a pas limité dans tes objectifs, dans ta réussite. Et donc au final des problèmes comme ça, t'en auras des dizaines d'autres. Et le fait de les surmonter tous un par un, étape par étape, à chaque fois ça te renforcera pour les suivants et ils te paraîtront de plus en plus faciles à surmonter avec le temps. Donc faut juste pas se planter sur le premier, parce que si vous vous plantez sur le premier, ce sera plus difficile pour le second, puis pour le troisième, en fait il y a un moment que vous allez vous effondrer. Ça passe avant tout par le fait d'être bien entouré, je pense. Ça va faire bientôt 2 ans dans quelques mois qu'on se connaît. Toute l'année dernière quasiment, t'as pas arrêté de me répéter. Si tu me parlais de toi et Vincent, j'en ai jamais entendu un se plaindre, tu me disais. C'est rigolo, mais au final aujourd'hui en fait je me rends compte que, enfin je le sais déjà, hein, mais c'est vrai que je râle un petit peu pour tout et n'importe quoi sans m'en rendre compte. Aujourd'hui je crois que tu m'entendras même pas me plaindre, même ni pour ça. Et même les gens qui se plaignent, je supporte plus ça. Sachant qu'au final, se plaindre, à part rendre les gens autour de toi qui sont jaloux ou quoi, se réjouir de ton malheur, ça n'apporte rien. Après ça c'est des choses qui sont importantes, mais le problème c'est que vous devez vous les imposer à vous-même. Si vous n'avez pas un peu de force d'esprit pour vous les imposer à vous-même, rien que dans votre manière de parler, dans votre manière d'être. Moi par exemple quand je dis je m'interdis de râler, c'est vraiment quelque chose que je m'interdis formellement. Alors certes qu'il y a des fois en fait si je m'énerve ou que je râle, ça va être sur des choses très honnêtement qui sont stupides, hein. Je râlerai plus jamais sur quelque chose qui soit important, parce qu'au final après c'est un état d'esprit que vous allez adopter, un état d'esprit négatif, et vous n'avez absolument pas besoin de ça pour avancer. Il y a assez d'esprit négatif autour de vous pour que vous en soyez pas un de plus, et si dans le tas vous pouvez tirer quelqu'un d'un esprit négatif dans un esprit positif, ce sera toujours ça de prix pour quelqu'un de plus, donc tant mieux. Mais c'est quelque chose que vous devez vous imposer au même titre du vocabulaire que vous allez utiliser avec les autres personnes ou envers vous-même, hein, tout simplement. Les je ferai, je vais faire, tu vois. Ça c'est des choses où en fait il faut que vous arriviez à vous reprendre tout seul et vous remettre en question tout seul, c'est important. Peut-être que quelqu'un aura besoin de vous ouvrir les yeux là-dessus, mais après il faut le faire tout seul. Et le jour où vous déconnez, l'avantage c'est que vous avez quelqu'un de confiance autour, la personne sera là pour vous le dire et vous ouvrir les yeux au moment où vous les avez volontairement un peu fermés parce que vous êtes dans une période qui est difficile ou quoi que ce soit. Mais ça sera important d'être bien entouré, mais être bien entouré ça se mérite. Moi je vais dire un truc, je sais ce qu'Anto m'a apporté et je sais aujourd'hui, au final tout ce que j'ai gagné en maturité, en expérience et ce qui m'a permis de monter aujourd'hui en soi, parce que ouais on est coach sportif mais on a derrière une entreprise à gérer. Je sais qu'en 1 an et demi, l'ascension que j'ai faite et un jour on le partagera. Et j'en suis super fier même si c'est pas terminé et au final il y a encore plein de choses à faire. Tous les mots qu'on est en train de vous dire ici, qu'ils soient ou pas dans la vidéo, c'est bien de les entendre mais il faut le comprendre. Tous ces conseils ils sont précieux. Et je vous assure que si vous arrivez à les comprendre dans le temps et rien que de bien vous entourer, vous réussirez ce que vous voulez dans la vie, que ce soit en tant qu'athlète ou pour créer, je sais pas, votre business de coaching en ligne, peu importe. C'est juste un état d'esprit à adopter, rien n'est impossible. C'est vrai, peu importe en soi les épreuves, hein, ça sert juste d'expérience et c'est ça qui vous construit. Et après faites. Ça paraît con parce qu'on le répète et c'est vrai. Le problème c'est que des fois vous avez des personnes aussi, alors je dis ça sans prétention aucune, mais de personnes des fois qui donnent des conseils sans forcément avoir vécu ce qu'elles vous conseillent. Il y a un moment, je crois que je te l'avais dit, je m'en souviens, tu avais dit arrête de regarder des réels. C'est bien, tu vois, les réels motivation, c'est cool, mais il y a un moment il faut faire. Et justement, le but d'un réel motivation, c'est de faire. Au moment où ça va pas, parce que tu fatigues, parce que tu as un coup dur ou quoi que ce soit, que ça se passe pas bien dans ton taf, tu peux peut-être regarder le réel de motivation ou un podcast motivation de quelqu'un qui t'inspire, mais la base du truc, c'est de faire. Au final, l'entraînement, regardez, on cherche tout le temps à être à la limite du maximum de ce qu'on peut tolérer et
Au moment où ça passe plus, ben, on fait un deload, on repart. Et le boulot c'est pareil, mais il y a un moment, il va falloir volontairement se pousser, et après ses limites, les expérimenter, mais il va falloir faire. Et ça c'est un truc que beaucoup de personnes ont du mal à concevoir, parce qu'il y a des gens qui en sont conscients et qui n'arrivent pas à passer ce cap-là, et ça c'est important. Et ce qui m'a servi aussi, c'est de me répéter toutes mes putains de journées, que j'ai confiance en moi et que je vais réussir. Ça m'a aidé aussi. Même si j'étais pas sûr de moi souvent, c'est vrai que tu te remets en question, tu demandes, ça faut pas avoir d'ego là-dessus, quand t'es pas sûr de toi. Mais si tu te répètes tous les jours que ça va le faire et que tu es sûr de toi. Même tard qu'on vous fasse un jour de podcast sur un podcast parcours, où ça parlera pas chinois. Ça parlera... Chut, j'allais donner des chiffres. Je sais ce que tu allais dire. On vous le fera celui-là, on vous le fera 100% transparence. Il y a moyen qu'on fume un cigare pendant, je vous préviens, mais on vous le fera en toute transparence et c'est absolument pas dans le but de se faire mousser ou quoi que ce soit. Ce sera vraiment un podcast qui sera dédié aux gens qui veulent se lancer dans ce type de métier et de vous montrer ce qu'il est réellement capable de faire et les sacrifices par contre que ça a demandé. Parce que cette partie-là en général est souvent oubliée. En soi, après, bon, c'est toujours aussi dépendant de la définition de la réussite pour chacun et des objectifs que vous vous fixez. Ah mais là-dessus on l'a toujours dit, moi je respecte, je vais pas donner de chiffres de nouveau parce que c'est souvent mal interprété. Tu peux dire 2000 frères, c'est bon. Ouais, Je le dis pour toi. Je respecterai tout autant un auto-entrepreneur qui a un salaire plafond, qui lui correspond bien, qui lui permet de maintenir un équilibre de vie en travaillant sur des heures qui soient correctes, qui a peut-être une famille, des enfants, etc. Si la personne est heureuse en tant que telle, moi j'ai aucun problème avec ça. La seule chose qui me dérange, c'est quelqu'un qui a des objectifs élevés, qui ne fait absolument pas ce qu'il faut pour les atteindre et qui s'en plaint tous les jours. Ça me dérange. Et le jour où on fera ce podcast, l'avantage c'est que vous aurez des chiffres qui seront concrets. Tout qui noté. Mais en plus, c'est qu'on a des carnets sur absolument tout. On a des dizaines de screens de conversations et tout ça. Donc avec les dates et tout, ça va être marrant. Mais par contre, derrière, on vous montrera aussi tout ce que ça a coûté. En termes de temps, en termes de sacrifice, perso, pro, familial. Et là, je pense qu'on va bien rigoler. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui seront prêts à signer, je pense.